Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger l'exercice 26 du TD10. Alors voici l'énoncé. Vous avez la géode et l'objectif est de lancer, de trouver la vitesse minimale pour atteindre le sommet de la géode en un seul lancer. Et donc cet exercice il n'est pas du tout évident. Il a été posé aux Olympiades internationales, il n'est pas du tout évident. Et si vous on va dire, vous abordez l'exercice, c'est-à-dire que vous découvrez. Si vous faites le lancer, vous vous dites, ben, j'ai besoin de la trajectoire, donc ça fait un truc comme ça. Et il faut atteindre le sommet de la géode, donc connaissant le point de départ, la vitesse initiale, l'angle alpha de départ, on peut trouver une relation entre alpha et V0 et la distance au pied de la géode pour qu'on arrive au sommet. Donc ça va encore, ça va encore. Le problème, c'est trouver la vitesse minimale. Et c'est là que ça se complique et qu'il faut s'y prendre astucieusement parce que sinon en fait, ça devient, c'est là que ça devient un exercice vraiment, vraiment difficile. Alors le résultat dont on a besoin, donc c'était la première question du sujet des Olympiades, c'est l'équation de la parabole de sûreté. Donc on va dire, voilà, c'est les ingrédients. Alors cette équation, la voici, c'est z égale, donc je vais faire un petit schéma pour définir les notations, c'est v0 carré sur 2g moins gx carré sur 2v0 carré. Cette équation, elle vous dit que si vous avez, là je me donne un repère, je nomme les axes, donc là c'est l'axe ascendant, x. Alors je considère pas l'axe y, parce que quand je fais le lancer et que j'ai que le poids, la trajectoire elle est dans un plan. Donc on peut toujours se ramener à un plan pour étudier cette trajectoire, donc du coup la coordonnée y, je m'en sers pas. Et la parabole de sûreté, elle ressemble à ça. Donc on part d'ici, et on a la même chose de l'autre côté. Alors je suis désolé, c'est pas mon tracé est pas parfait. Donc ça c'est la parabole de sûreté. Et quand vous avez un projectile qui part, disons de l'origine, ici, avec une certaine vitesse V0, avec un certain angle alpha ici pour l'inclinaison, la trajectoire, elle va ressembler à ceci. Bon, décidément, là j'ai un peu de mal à tracer des jolies paraboles. Et ce qui va se passer, c'est que la trajectoire, elle va frôler la parabole de sécurité. Donc elle s'approche de la parabole de sécurité, elle la frôle, et puis après elle s'en éloigne. Ça veut dire que toute la zone que je vais assurer en jaune, vous n'êtes pas en sécurité. Parce que vous êtes atteignable par un projectile. Par contre, si vous êtes au-dessus de cette parabole, vous ne serez jamais atteint par un projectile lancé avec la vitesse V0. Donc c'est un V0 fixé. Quel que soit l'angle alpha, on est en sûreté. Donc on a besoin de ce résultat-là. Et si vous voulez réussir le raisonnement, en fait, il ne faut pas faire le raisonnement à partir du sol, mais en fait, il faut faire le raisonnement à l'envers, à partir du sommet. Donc c'est là que je redéfinis un peu le problème. Donc on va raisonner à partir du sommet. Donc le raisonnement, j'ai le droit de le faire, parce que je néglige les frottements, ça c'est important. Ce qui fait que la trajectoire, qu'elle se fasse dans un sens ou dans l'autre, c'est la même. D'une certaine façon, je peux remonter le temps. Et ça, je peux le faire parce que je néglige les frottements. Si je néglige pas les frottements, ça ne marche plus. Si je tiens compte des frottements et que j'inverse le sens du temps, du coup, là, on va vraiment avoir un truc un peu bizarre. C'est-à-dire que l'inverse, si j'inverse le temps et qu'il y a des frottements,
Hein, donc je filme quelque chose et je passe la vidéo à l'envers. On voit des trucs bizarres qui n'arrivent jamais. Hein, un système qui se met en mouvement tout seul. J'ai le droit de faire ça, ce raisonnement-là, uniquement parce que je néglige les frottements. Donc indépendamment du sens de parcours. Alors, cette fois-ci, je me donne un nouveau repère que je vais centrer au sommet de la géode. Hein, je vais dessiner la géode, le repère. Donc évidemment, là, je pense que je vais avoir un petit peu de mal à tracer le cercle. Mais bon, vous me pardonnerez ces petits défauts dans le schéma. Voilà, j'ai dessiné la géode. Le rayon de la géode, il est comme ceci. On va le trouver ici. Je le note grand R. Donc ça, c'est l'origine de mon repère. O. Et cet axe, je l'appelle grand X. Et cet axe grand Z. Hein, comme ça, je peux le différencier d'un repère qui serait centré au point de départ du projectile. Et mon projectile, cette fois-ci, il part d'en haut. Donc vous imaginez, il a une certaine vitesse, comme ceci, avec un certain angle alpha. Et cette vitesse, je la note V1. Parce que V0, c'est déjà utilisé pour la vitesse. Au point de départ, en bas. Et la trajectoire va être... je vais dessiner une trajectoire, mais qui ne fait pas l'affaire. Cette trajectoire-là, par exemple, ça va pas. Et je peux la parcourir, là ici évidemment, comme je l'ai représenté le schéma, elle est comme ça. Mais vous imaginez que si vous lancez le projectile dans l'autre sens, avec la même vitesse en ce point-là, il va faire exactement la même trajectoire. Donc ça, c'est pas terrible parce que je vois bien que je peux aller plus lentement parce que je suis trop loin, trop éloigné de la géode. On se doute bien que la bonne trajectoire, c'est celle qui va être rasante. Donc je vais la faire de l'autre côté. Donc vous imaginez que je prends cette fois-ci une vitesse un petit peu plus faible. Et je sais que la bonne trajectoire, c'est celle qui va être rasante. Comme ceci, voilà. Je vais raser la géode sans la toucher. Et ensuite, je me dirige vers le sol. Le sol, je ne l'ai pas représenté, mais il serait à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là. Donc ça, c'est le sol. Et cette trajectoire-là, par contre, c'est celle qu'on recherche. Hein, donc ça, c'est pas bien. Évidemment, je vais en tracer une autre qui est pas bien non plus. Donc je vais la tracer ici. Vous imaginez, je fais ça avec une vitesse qui est pas assez grande. Et la trajectoire, si elle fait ça, évidemment, c'est pas bon. Déjà, c'est pas bon ici. La trajectoire, elle passe deux fois, elle traverse deux fois la géode, donc ça va pas. Hein, mais ça, c'est évident, puisque j'ai un contact entre le projectile et la géode avant de toucher le sol. Donc déjà, il faut comprendre ça. Et là, c'est le moment d'utiliser le résultat qui est juste au-dessus, c'est la parabole de sécurité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la parabole de sécurité, correspondant au lancer à partir du point haut, doit être rasante avec la géode. Hein. Alors, il faut vous convaincre de ça. Voilà ce que j'ai représenté. Donc, j'ai représenté la géode. On va également représenter le sol. Voilà, ça c'est le sol. Et donc,
Ici, j'ai tracé la parabole de sûreté pour une vitesse V1 trop grande. Alors pourquoi j'affirme ça? Euh, Parce que si je prends une trajectoire, elle va forcément raser à un moment donné cette parabole de sûreté. Hein, toutes les trajectoires qui partent du point haut, alors il y a un seul un cas, c'est lorsque V0 est vertical descendant, mais sinon, je vais toujours atteindre la parabole de sûreté. Donc évidemment, je vois bien que là, d'une certaine façon, j'ai de la place pour passer. Hein, cette trajectoire-là, je vais tracer plusieurs trajectoires, donc ça, ici, donc cette trajectoire-là, bon, c'est pas une jolie parabole, mais clairement, c'est pas bon. C'est pas bon parce que je vois bien que je peux faire mieux que ça. Hein, et évidemment, je pourrais tracer d'autres trajectoires qui passent. Il y a largement la place entre la parabole de sûreté et la géode pour passer. Donc ça, cette parabole de sûreté, ça va pas. V1 est trop grand dans ce cas. Donc là, j'ai refait le schéma et je vais maintenant représenter la parabole de sûreté dans le cas où j'ai pris un V1 qui est trop petit. Donc imaginez, là je lance vraiment V1 pas assez fort, donc la parabole de sûreté elle va ressembler à ça. Voilà, et donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc ici, c'est la parabole de sûreté. Et cette fois-ci, évidemment, pour V1 qui est trop petit. Donc là, ça ne marche pas parce que, quoi que je fasse, je suis sûr et certain que le projectile va rencontrer avant le sol la géode. Donc ça, c'est évidemment pas terrible. Hein, donc ça, on avait dit, ça c'est pas bon. Et ben ça non plus, c'est pas bon. Donc vous avez bien compris que on va dire la bonne parabole de sûreté, c'est celle qui va être exactement rasante. Donc je vais la dessiner exactement rasante. Voilà, donc j'ai représenté la parabole de sûreté qui fait l'affaire. Hein, c'est celle qui est exactement rasante avec la géode. Je vous rappelle qu'ici j'ai le rayon grand R et on va mettre tout ça maintenant en équation. Donc l'équation de la parabole, je vais la noter ici, c'est Z égale V0, enfin V1 carré, puisque c'est V1, sur 2G, moins G grand X carré, sur 2 V0, V1, pardon, je vais y arriver, V1 carré. Et l'équation de ce cercle, en fait, donc je vous rappelle que je travaille dans le plan grand X, grand Z et O, qui est ici. L'équation du cercle, c'est X plus Z plus R. Alors pourquoi plus R? Parce que le centre de la géode a comme coordonnée moins R suivant Z. Donc ce terme-là, en fait, c'est Z moins R, donc ça fait Z plus R au carré. Ça fait le rayon au carré. On peut vérifier au passage que, effectivement, le point O appartient, enfin vérifie cette équation, donc appartient à la géode. Donc on a ces deux équations-là. Et ce qu'il faut montrer, c'est qu'il n'y a qu'un seul point, enfin en fait deux points qui correspondent où la courbe en verte, la parabole de sûreté et la géode coïncident. S'il y a deux points, ça ne va pas. Et si on n'a pas de point de croisement, ça ne va pas non plus. Alors comment je fais ça? Parce que finalement c'est un peu bizarre comme façon de faire. Alors ce que je vais faire, c'est me débarrasser de Z par exemple. Le Z qui est là, je vais le réinjecter ici.
Donc ce que je cherche, c'est les x qui sont solutions, hein, de mon problème. Donc ici, le x qui convient, il serait ici et ici. Hein, les deux valeurs de x qui conviennent, elles seraient ici. Hein, là où on a un point de croisement. Si je prends le schéma qui est juste au-dessus, il y aurait 4 valeurs de x qui feraient l'affaire, celle-là, ici. Donc je reporte, hein, sur l'axe des x le point de croisement. Donc là, ici, il y aurait 4 solutions. Et dans ce cas-là, il y a 0 solution. Alors bon, ben, donc pour l'instant, on va dire, par dépit, je me débarrasse de z, hein, puis en fait, on va voir que c'est pas du tout idiot de faire ça. Donc je vais commencer les calculs. Donc je reprends le calcul là. Je vais injecter z dans l'équation qui est en dessous. Et du coup, j'aurai plus qu'une équation en x. Donc ça donne ceci. Ça fait x carré. Donc bah, je recopie, hein, tout simplement. C'est v1 carré sur 2g moins g x carré sur 2v1 carré plus grand R au carré. Donc là, quand je fais ça, je peux me douter à la ligne suivante que je vais avoir plein de termes qui vont apparaître lorsque je vais développer ce carré. Et donc, bah, ce que je vais utiliser comme résultat, c'est le suivant. Donc c'est pour aller un petit peu plus vite, hein, parce que vous vous doutez que c'est un peu long de développer quand il y a 3 termes sous un carré, c'est un petit peu long. Donc c'est 2AB plus 2AC plus 2BC. Voilà. Je vais utiliser ce résultat-là pour écrire la ligne d'après. Alors, ça va prendre un petit peu de place et j'ai quand même intérêt à faire attention lorsque je mène mon calcul, hein, à pas faire d'erreur, parce que là, les expressions commencent à être un petit peu lourdes, donc il faut prendre le temps de mener ce calcul. Donc là, j'ai écrit les 3 termes, a carré, b carré et c carré, ça c'est fait. Donc maintenant, je m'intéresse au produit des 2 premiers termes. Ça donne, donc si je fais ça fois ça, donc il y a un moins 2. Le moins, il vient de là. Le 2, il vient de là. Et ensuite, je multiplie ces 2 termes. Donc il y a un quart. Le v1 carré va simplifier, le g va simplifier. Donc normalement, j'ai x carré sur 4. Donc je vérifie quand même que j'ai pas fait d'erreur. Donc le v1 carré simplifie, le g simplifie. Ouais, normalement, c'est bon. Je m'intéresse maintenant au terme suivant. Donc ça, c'est bon. Terme suivant, AC, donc c'est cela fois celui-là. Donc c'est plus 2V1 carré grand R sur 2G. C'est bon. Et enfin, le troisième terme, donc c'est ça fois ça. Alors il y a un signe moins qui apparaît. Il y a un 2, le signe moins, il vient de là. Le 2, il vient de là. Et ensuite, je multiplie les deux, donc ça fait Gx carré sur 2V1 carré fois grand R. Et tout ça, ça fait R carré. Alors avant d'aller plus loin, je vais faire une petite vérification. Je vais vérifier que chacun des termes de ma somme est bien homogène à une longueur au carré. Donc c'est important parce que, imaginons que j'ai fait une erreur de calcul, ça peut arriver. Ça peut arriver, et c'est quand même bien de temps en temps, bah, vous arrêtez vos calculs et vous vérifiez, surtout quand ils ressemblent à ça, et vous vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur d'homogénéité. L'avantage de cette vérification-là, c'est que quand vous vérifiez l'homogénéité d'une équation, ça ne sert à rien, vous n'avez pas besoin de regarder celle d'avant, vous vous concentrez sur une équation donnée. Si elle n'est pas homogène, vous êtes sûr et certain qu'elle est fausse. Donc du coup, ça ne sert à rien de continuer les calculs, et à la place, cherchez votre erreur. Si vous appliquez ce principe tout simple,
Hein, si vous voulez pas faire d'erreur, bah, sachant que vous en ferez quand même, c'est d'avoir des méthodes de vérification efficaces. Et l'homogénéité, c'est très très efficace. Donc je vais pas le faire devant vous, mais je vous invite à vérifier de votre côté qu'on a bien à chaque fois une longueur au carré. Voilà, donc j'ai vérifié l'homogénéité, donc a priori c'est bon. En tout cas la formule, il y a peut-être une erreur, mais en tout cas pas une erreur d'homogénéité. Je vais rassembler les termes. Ici j'ai un moins x carré sur 2 qui sort, et là x carré. Donc je me retrouve avec... non, je vais être plus malin que ça. Je vais tout de suite regrouper les termes par puissance. Donc je vais regrouper tous les termes en x puissance 4. Je vois quand même qu'il y a des simplifications évidentes. Là, le r carré, il s'en va. Et le seul terme en x puissance 4, il est là. Et ici, j'ai g carré sur 4 v1 puissance 4. C'est bien ça. Donc c'est g carré sur 4 v1 puissance 4. Et normalement, j'ai pas d'autres termes en x puissance 4. Ensuite, j'ai un terme en x carré. Donc les termes en x carré, il y a 1, moins 1 demi. Ici, on n'a pas. Ici, on n'a pas. Là, il n'y en a pas. Il y en a un autre ici. Ça fait moins. Donc le 2, il se simplifie là. Et il me reste G grand R sur V1 carré. C'est bien ça. Et maintenant, je passe en revue tous les termes constants. Alors ici, on a un premier terme constant en V1 puissance 4 sur 4G carré. Ensuite, ça, je m'en suis déjà occupé. Il y a ce terme-là, plus V1 carré R sur G. Le 2, je l'ai pas... Voilà, on simplifie, évidemment. Et sauf erreur, j'ai passé en revue tous les termes. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Et ça vaut 0. Donc j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Et comme tout à l'heure, je vérifie rapidement que ce que j'ai écrit, c'est homogène. Donc ça a l'air. Et maintenant, on discute 2 secondes de ce qu'on vient d'obtenir. On reconnaît une équation du second degré. Et ce que, normalement, vous devez faire dans la suite du calcul, c'est trouver x. Et si vous trouvez 0 solution, en fait le discriminant est négatif, c'est que vous êtes dans ce cas-là. Si vous trouvez 4 solutions, on voit qu'il y a 4 points de croisement, c'est que vous êtes dans ce cas-là. C'est le discriminant strictement positif. Alors je précise du second degré en x carré. Ça c'est important, le x puissance 4, c'est aussi égal à x au carré. Donc c'est une équation du second degré en x carré. Donc c'est pour ça que ici vous auriez 4 solutions, parce que quand vous faites la résolution de cette équation du second degré, vous savez bien que vous avez 2 solutions au maximum. Mais donc il y a 2 solutions pour x carré, mais vous savez que si x carré égale quelque chose, x c'est plus ou moins la racine de cette chose-là. Du coup, vous avez 2 fois plus de solutions qui sont opposées, positif et négatif. Donc on n'est pas étonné. Et puis le dernier cas, c'est si le discriminant s'annule, j'ai effectivement, alors j'ai une solution en x carré, mais j'ai 2 solutions en x. Je vous rappelle, parce que si x carré égale quelque chose, alpha, et bien x c'est plus ou moins racine de alpha. Donc le critère en fait pour être dans le bon cas, c'est que le discriminant de cette équation s'annule et qu'il n'y ait que 2 solutions, et je suis assuré d'être dans ce cas-là. Donc d'avoir la bonne parabole de sûreté qui passe, qui ne croise qu'en 2 points
la géode, ici et là. Donc on a une seule solution en x carré, si et seulement si, donc deux solutions en x, hein, de signes opposés, donc ça je le précise quand même, donc deux solutions en x de signes opposés, si et seulement si le discriminant s'annule. Donc il n'y a qu'à l'écrire, ce truc-là. Donc le discriminant delta, ça vaut quoi? Ça vaut ça, évidemment je simplifie, hein, le 1 moins 1,5 ça fait 1,5. Donc ça fait b carré moins 4 fois a c. Donc c'est ce terme-là. Donc c'est v1 puissance 4 sur 4g carré plus v1 carré grand R sur g. Et ça doit faire 0. Donc je vérifie que j'ai pas fait d'erreur de recopie. G carré sur 4v1 carré. Normalement, c'est bon. Et donc, maintenant, si je regarde cette équation, je me dis, c'est bon en fait, puisque j'ai plus qu'une inconnue, c'est V1 carré. G, je connais, R, je connais, et la seule grandeur que je connais pas, c'est V1 carré. C'est V1, pardon. Et si j'ai de la chance, parce que a priori, les calculs sont quand même assez mal engagés, hein, il n'y a pas de raison que ça simplifie, mais si j'ai de la chance, peut-être que ça va bien s'arranger et je vais avoir une expression de V1 qui est pas trop, où c'est assez facile, où tout se simplifie en fait. Et en fait c'est le cas, hein, donc on va s'en rendre compte. Et donc c'est un gros coup de chance en fait qu'on puisse mener le calcul, enfin un gros de chance, enfin de mon point de vue en tout cas, que peut-être qu'il y a une raison plus profonde qui fait que effectivement ça doit forcément se simplifier ce truc-là. C'est un gros coup de bol qu'on arrive à mener les calculs jusqu'au bout simplement. Voilà, donc c'est parti. On va isoler V1. Voilà, donc je vais développer ce carré-là. Je vais arranger ce terme-là, parce que quand je vais distribuer, donc il y a des simplifications évidentes, hein, le 4 qui est là et le 4 qui est là se simplifient. Lorsque je vais distribuer ce terme-là dans la parenthèse, je vais constater que ça va bien se simplifier. Je suis en train de me dire que j'ai l'impression que j'ai fait une erreur de recopie. C'est V1 puissance 4. Je ne sais pas pourquoi je fais des erreurs comme ça. C'est moins 4A, donc c'est V1 puissance 4 ici. C'est V1 puissance 4 sur 4G carré. Ouais. Donc ça, c'est bon. Donc je sais que le calcul s'arrange bien. Donc si ça s'arrange pas bien, c'est a priori que j'ai fait une erreur de calcul. J'aurais pu me rendre compte de cette erreur-là, le fait que j'ai mis un carré au lieu d'un exposant 4 en regardant l'homogénéité de ma formule. Mais normalement là, cette fois-ci, ça devrait être bon. Allez, on fait le calcul. Donc ici, ça fait 1 quart. Non, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça parce que ça va peut-être bien s'arranger autrement. Quand vous avez des calculs comme ça, parfois il y a des petites astuces, donc je pense que c'est pas astucieux de développer ce carré. En fait, c'est la suite du calcul qui va me dire si j'ai raison. Lorsque je distribue ce terme-là dans la parenthèse, je vais me retrouver avec 1 quart. Pourquoi? Parce que le g carré qui est là va simplifier avec celui-là, et le v1 puissance 4 qui est là va simplifier avec celui-là. Et il va me rester le 4 qui est là au dénominateur. Plus le g carré qui est là et le g qui est là, il va rester g. Le v1 carré qui est là, et le v1 puissance 4 qui est là, et le v1 carré, il reste v1 carré. Et sauf erreur, il y a R aussi. Et c'est bon, hein, j'ai tous les termes.
Bah, finalement, bah non, il faut que je distribue. Il faut que je développe ce terme-là. Ça, je pensais que ça allait bien s'arranger, mais en fait non. C'est donc c'est deux fois ce terme-là, donc ça fait moins GR sur V1 carré plus G carré R carré sur V1 puissance 4. Ça vaut 1 quart plus GR sur V1 carré. Et là, on voit que le 1 quart se simplifie. Et ça m'arrange bien parce que je vais réussir à mener mon calcul jusqu'au bout. Alors ce que je remarque, c'est que je vais pouvoir simplifier GR sur V1 carré, sur l'ensemble de l'équation. Donc je vais écrire, hein. Je vais l'écrire comme ça, on multiplie l'équation par V1 carré sur GR. Donc en faisant ça, V1 carré sur GR, donc il va rester moins 1. Ici, il va rester GR sur V1 carré. Ça fait... il va rester plus 1. Donc là, on voit que ça simplifie bien. Et on trouve, tout calcul fait, que V1, le moins 1, je le passe de l'autre côté, ça fait un 2. Le 2, hop, je le passe au dénominateur. Et donc ça fait racine de GR sur 2. Voilà, donc j'ai... Gros coup de bol, ça c'est vraiment bien simplifié. Et j'ai pas encore répondu à la question. J'ai quasiment répondu à la question. Ce que j'ai, c'est la vitesse minimale lorsque le projectile arrive au sommet. Et si j'ai la question, moi je veux la vitesse minimale de départ. Donc c'est V0 au niveau du sol. Donc là, il faut utiliser un résultat. Donc soit vous le connaissez, soit moi quand je pose l'exercice et que l'élève ne connaît pas encore le truc, je donne l'indication. Ça c'est quand même important, hein. Donc déjà arriver là, c'est très bien. C'est vraiment très bien d'arriver là. Pour avoir la relation entre V0 au niveau du sol et V1 au niveau du sommet de la géode, on utilise la conservation de l'énergie. Donc je vais le faire rapidement. On va dire que quand on a trouvé V1, c'est bon, quoi. On a fait quasiment tout le travail. Hein, c'est écrire la conservation de l'énergie ici, et vous allez voir, c'est extrêmement... enfin, en tout cas, au niveau de l'écriture, c'est vraiment pas compliqué. Bon, il y avait quand même 2-3 petites choses à comprendre, mais c'est quand même pas très compliqué. Je vais simplement écrire que l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, c'est une constante. Donc l'énergie potentielle initiale, on va dire, on choisit l'altitude 0 au niveau du sol. Hein, donc au niveau du parvis de la géode, on choisit l'altitude 0. Alors ça donne ceci. Donc ça fait une énergie potentielle nulle, plus l'énergie cinétique initiale. Donc ça c'est l'énergie potentielle initiale. 1 demi de mv0 au carré, ça c'est l'énergie cinétique initiale. C'est égal à la même chose dans l'état final. L'état final, c'est quand j'arrive au sommet de la géode. Donc c'est mg 2r, hein, la hauteur de la géode, c'est 2 fois le rayon, puisque c'est un bâtiment qui est sphérique, plus 1 demi de mv1 carré. La masse se simplifie. Si je multiplie par 2 et que je réarrange un peu tout ça, je trouve que V0 carré, c'est égal à 4 GR plus V1 carré. Donc on remplace V1 parce qu'on a trouvé tout à l'heure, hein, donc V1 carré ça vaut GR sur 2. Donc on peut utiliser le résultat de tout à l'heure, V1 carré
CGR sur 2. Et on trouve V0 carré. Ça vaut 4GR. Plus GR sur 2. Donc on a V0 qui vaut, je vais l'écrire comme ça, donc 9,5 GR, le tout racine, on peut simplifier un petit peu, donc ça fait 3 sur racine de 2 fois racine de GR. On a enfin trouvé le résultat. Et cet exercice-là, moi je trouve quand même difficile. C'est-à-dire qu'avant d'arriver, déjà il faut connaître la parabole de sûreté. Donc après tout, on peut vous donner ce résultat-là. On peut aussi vous donner la fin du calcul, c'est-à-dire avec la conservation d'énergie. Mais il faut quand même reconnaître qu'entre les deux, il y a quand même pas mal de calculs. Il y a une façon de raisonner qui est pas évidente. Ce que je vous propose, c'est je vais faire une simulation numérique, et puis on va regarder que cette solution, en fait, elle marche bien. Voilà, donc je vais commencer le programme. Je vais faire le programme en Python. Donc vous avez ça ici, voilà. Donc j'ai préparé un petit peu le terrain. J'ai besoin de NumPy, j'ai besoin de Matplotlib pour le tracer les graphes. J'ai tous les paramètres qui sont là. Donc c'est bon, je vous laisse lire. Et quand on fait une résolution numérique, on peut procéder de la manière suivante. X, c'est un vecteur. Et ses coordonnées, c'est X, Z, X point et Z point. Donc je récupère toutes ces coordonnées comme ça avec une quadruple affectation. En fait, le contenu de X, les 4 coordonnées, vont automatiquement se placer dans X, Z, XP, ZP. Ensuite, je calcule X point point, ça vaut 0 parce qu'il n'y a rien suivant l'axe X. Et Z point point, ça vaut moins G. Ou Z seconde, ça vaut moins G. Je peux construire ainsi le vecteur dérivé de grand X. Donc ça va être un tableau de NumPy, donc c'est np.array, et les coordonnées de ce vecteur dérivé, c'est x, z, x seconde et z seconde. Et je renvoie XP. Donc ça c'est quand on fait des résolutions numériques, il faut... ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que le cœur de la résolution il est là. Là c'est assez simple, enfin oui si simple, si c'est vraiment simple au niveau de la mise en équation. Mais ça peut être beaucoup plus compliqué quand on a des systèmes plus compliqués. Hein, vous avez une fonction pardon, qui peut faire une centaine de lignes, voire plus, si vous avez un système compliqué à étudier. Je commence la résolution. Alors la résolution, je vais la faire avec la méthode de Runge-Kutta. Donc ici, je vais commencer mon programme principal. Donc les paramètres, je les ai mis à part. Je vais commencer par définir la liste des instants. Donc j'utilise la fonction linspace de NumPy. Donc c'est une fonction qui est très pratique. Vous donnez le début, la fin et le nombre de points que vous voulez. Donc T0 le début, T1 la fin, N le nombre de points. La liste des instants. Ensuite, les conditions initiales qui n'étaient pas précisées. Si c'est précisé, je définis le vecteur x initialement, donc initialement c'est x0, z0. La vitesse initiale, c'est suivant x, c'est v1 fois np cos alpha. Et la vitesse suivant z, c'est np, enfin v1 fois sinus, donc np, sinus alpha. J'utilise la fonction sinus et cosinus de NumPy, donc c'est pour ça que je mets np point la fonction. Alors peut-être qu'il manque une ligne de code, je la mettrai après. Donc je commence mon itération et j'utilise la méthode de Runge-Kutta. Donc la méthode de Runge-Kutta, c'est une méthode qui est vraiment précise et qui permet d'estimer avec une bonne précision le taux d'accroissement entre de chacune des grandeurs que j'étudie entre deux instants différents. Donc cette méthode-là, elle est quand même efficace.
Donc j'appelle f1 de x, f de x, pardon, et je mets ça dans K1. Ensuite, je calcule K2, et l'idée c'est... Donc K1, c'est déjà une bonne estimation, puisque ça renvoie la dérivée de grand X, c'est une bonne estimation de la dérivée. Mais en fait, on fait mieux que ça. On va explorer ce qui se passe un peu plus loin dans le temps. Puisque je sais que la dérivée vaut à peu près K1, et ben je regarde ce que vaut la dérivée un petit peu plus loin. Et je recommence. Donc ça, c'est la méthode de Runge-Kutta. Évidemment, je peux pas, là, je peux pas vous justifier pourquoi c'est malin de prendre ces coefficients-là. C'est assez long à justifier. Et je réestime encore une dernière fois le taux d'accroissement. Donc je l'ai estimé 4 fois. Donc je n'ai pas précisé ce que c'est H, donc je vais le faire tout de suite. Je l'ai estimé une fois, 2 fois, 3 fois. Et H, en fait, c'est le pas de temps. Donc c'est l'instant n moins l'instant d'avant. Donc c'est le pas de temps. Hein. Et ensuite, je fais une sorte de moyenne pondérée. Là aussi, c'est comme ça, hein, la méthode de Runge-Kutta. Hein. Donc ça, c'est une très bonne estimation du taux d'accroissement. Et bien, je multiplie par le temps. Et ça, c'est le nouveau. Je le rajoute au x précédent pour avoir le nouveau x à l'instant d'après. Donc quand on fait ça, on est vraiment très précis. On va dire que je mets tous les coordonnées de x dans une liste que j'appelle Lx, et je commence, tout de suite je mets la valeur initiale dedans, hein, puisque je sais d'où je pars, et je fais la même chose pour z, et bien sûr quand j'ai fait mon calcul, x crochet 0, donc x crochet 0, hein, c'est bien le vecteur x qui est défini voilà, ici, le vecteur x qui est défini ici. La première coordonnée, c'est bien x, la deuxième, c'est z. Donc quand je fais x crochet 0, j'ai bien accès à la première coordonnée, ly.append. Et avec la méthode append, je rajoute l'élément, et c'est L de Z, je rajoute l'élément dans la liste Lx et Lz. Ensuite, j'affiche le graphe. Je vais forcer l'affichage. Entre les deux, je vais afficher la courbe. Je vais l'afficher en vert. Allez, en trait vert. Donc green, G pour green. Et je vais aussi afficher la géode. Alors j'utilise une variable que j'ai pas encore définie. X géode et X, et ici c'est LZ, décidément. Voilà. Alors pour définir les coordonnées de la géode, et la géode je vais la tracer en rouge. Je vais aussi, donc ça fait partie un paramètre qui peut être pas mal, je vais forcer le repère à être orthonormé, en tout cas au moins au niveau de l'affichage. Comme ça, ma géode, elle sera bien circulaire. Si je ne le fais pas, vous allez avoir un effet votre cercle va ressembler à une ellipse suivant la graduation de vos axes. Donc là, je force lors de l'affichage à ce que le repère soit orthonormé. Donc ici, il faut que je définisse x géode et z géode. Donc ce que je fais, c'est je prends un angle et je le fais varier de 0 à 2π. Et j'en déduis, je calcule x géode comme r fois np.cosinus de θ. Donc l'avantage de NumPy, hein, c'est que je crée 1000 valeurs de θ, de 0 jusqu'à 2π, donc je fais un tour complet. Et lorsque j'écris np cos de θ, il va calculer les 1000 valeurs de cosinus. Donc c'est vraiment très pratique, puisque on n'a pas besoin de faire de boucle for ou d'initialisation de liste. Et en plus c'est rapide, c'est ça qui est bien.
c'est non seulement ça, c'est très facile à écrire, mais en plus, c'est très rapide. Et pour Z géode, le centre de ma géode, dans ma simulation, il a une altitude grand R, donc je pars de grand R, et je rajoute NPR fois NP sinus de θ. Enfin, je vous laisse réfléchir à ça. Et normalement, ça devrait... Bon, je vais faire un test. Ouais, c'est bon. Alors, pour que vous voyez mieux, je vais... Voilà. Vous avez le... Donc là, c'est pas trop mal, mais on voit quand même... Donc si je zoome un petit peu... Si je... Là, on voit que c'est pas parfait. On voit quand même que là, ici, le projectile touche la surface. C'est pas grave. Je vais changer l'angle alpha. C'est les paramètres. Il faut que je dézoome un petit peu pour qu'on voit tout le code. Je prends alpha égale 0,5. Donc j'ai fait l'essai avant, ça marche bien. Je relance le code. Et là on voit que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et je vais zoomer ici. Donc là ici, à première approche, c'est pas mal. Je zoome. Je continue à zoomer. Ah, on pourrait l'augmenter un tout petit peu. On pourrait l'augmenter un tout petit peu, mais on voit que j'arrive. Donc je vais essayer avec 0, un alpha égale 0,51. Donc ce qui est possible, c'est qu'il y ait quand même des erreurs d'arrondi. Ah. Ouais, là, on peut quand même considérer que c'est bon. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on fait varier alpha, en fait, on est toujours, on croise toujours la géode. En fait, sauf pour cette valeur de alpha, où on frôle la géode. Donc c'est vraiment le cas, il n'y a qu'un seul angle pour lequel ça marche, qui vaut à peu près 0,51 radians. Donc si vous voulez, après on peut s'amuser comme ça à tester. Si je prends 0,3 ou 0,4 par exemple, là c'est évident que c'est ce que je vous avais montré au début. Hein, ça, clairement, on voit que ça ne marche pas. Hein, si je zoome, ça ne marche pas. Si je prends alpha égale 0,3, ça va marcher encore moins bien. Là je zoome. C'est évident que ça ne marche pas. Et je pourrais me dire, ben, et si je prends un angle plus grand, alpha égale 0,7. J'essaye. C'est pareil, ça marche pas. Et en fait, vous vous rendez compte que il n'y a que pour à peu près cette valeur-là, que là, ça marche. J'ai lancé 2 fois. Ça marche très très bien. Hein. On voit que le projectile, il est rasant. Donc évidemment, si vous voulez être sûr que le projectile ne touche pas la géode, hein, si des fois que vous voulez vraiment le faire, eh bien il faudrait le lancer un tout petit peu au-dessus de cette valeur-là pour que ça ne touche pas du tout. Voilà, donc j'ai fait le tour de cet exercice. Hein, je vous ai même montré par simulation que nos calculs, en fait, ils marchent bien. Ça donne le bon résultat. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.